Andelatte raconte. Christophe Andelatte. Une histoire vraiment bouleversante aujourd'hui. L'histoire d'une jeune femme qui découvre à l'âge de 33 ans qu'elle a été adoptée et qui se met à chercher sa mère biologique. Ça dure des années et ma foi ça se finit bien. C'est votre histoire, Sabine Menet, bonjour. Bonjour. Telle que vous la racontez dans un livre, Né sous X, l'enquête interdite, qui paraît aux éditions Le Mieux. C'est une histoire qui m'a vraiment passionné. Et un livre d'ailleurs qui va bien au-delà de l'histoire que j'ai pu en tirer. Tous ceux qui voudront aller plus loin devront le lire en entier. Il est sorti il y a quelques mois, mais on le trouve sur Internet. Et d'autant plus que vous avez, comme on dit, une plume. Et il y a une œuvre littéraire aussi avec ce livre, ce qui n'est pas vraiment étonnant puisque vous êtes journaliste de presse écrite à Sud-Ouest quotidien, cher à mon cœur. Voici donc votre histoire. La réalisation est de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. C'est le premier jour des vacances scolaires de février 2008. J'arrive à Brive, dans ma famille. Enfin, ce qu'il en reste. Parce qu'en novembre dernier, mon père s'est tiré une balle dans la tête. Dans la cave, près du garage. Il n'a rien laissé pour nous. Pour ma mère et pour moi. Pas un mot. Et là, je reviens en Corrèze pour signer les papiers de la succession. Voilà. Le notaire vient à la maison demain matin. Il est 21h. Je rejoins ma mère dans la cuisine. Et je la trouve assise, en larmes. Et elle me dit « Faut que je te dise quelque chose, Sabine. T'inquiète pas, je suis pas malade. Assieds-toi. Voilà. Je suis pas ta vraie maman. » Elle me regarde. Elle attend une réaction qui ne vient pas. Alors elle poursuit. « Papa est mort. Moi, je peux mourir demain. Je veux pas que t'apprennes la vérité d'une autre bouche que la mienne. » Alors voilà, elle me dit que j'ai été adopté à l'âge de 9 mois. Qu'elle n'a jamais su ni comment, ni quand me le dire. Elle me dit qu'elle m'aime comme si j'étais sa propre fille. Et moi je la regarde et je dis rien. Mais dis quelque chose. Dire quoi ? Que répondre à ces 7 petits mots ? Je ne suis pas ta vraie maman. Cette femme qui se tient devant moi, c'est mon lien, c'est mon chez-moi, c'est mon refuge, c'est ma vérité, ce sont mes racines, il ne me reste qu'elle. Alors je prends un somnifère et je vais me coucher. Le lendemain matin, quand le notaire arrive, je comprends vite qu'il sait. Il me tend des documents à signer et à parapher, mais il cache mon acte de naissance. Et là, ma mère lui dit « Je le lui ai dit, hier soir. » Il a l'air soulagé, le notaire. Alors il retourne la feuille de papier, et pour la première fois de ma vie, je découvre mon acte de naissance intégral. Cet acte est la transcription intégrale du jugement d'adoption plénière prononcé le 30 avril 1976 par le tribunal de grande instance de Bordeaux qui tient lieu d'acte de naissance. Je sais, ça peut paraître étrange, mais à 33 ans, je ne l'avais jamais vu. Jusque-là, mes parents s'étaient occupés de tout. Inscription à la fac, passeport, dossier de mariage. Je n'avais vu qu'un extrait de mon acte de naissance. Je n'avais jamais vu l'acte intégral. Le notaire s'en va. Mon oncle et ma tante habitent à côté. Je traverse le jardin, je vais les voir. Ils savent que je sais, évidemment. Les nouvelles vont vite. Et vous savez ce qu'ils me disent ? Ben nous, ça change rien, Sabine. On t'a toujours aimé comme si t'étais notre nièce. Comme si j'étais leur nièce. Donc, je ne le suis pas totalement. Tu peux pas t'imaginer l'enfer de tes parents. Ils ont toujours vécu en ayant peur que tu l'apprennes. Ah, je comprends mieux les insomnies de ma mère, son stress permanent, ses indigestions chroniques. Et alors, au fond de moi, je ne les plains pas. On ne les a pas obligés à se taire.
Ils se sont imposés eux-mêmes ce fardeau du silence. Non ? Je veux savoir qui je suis, d'où je viens, et ce qui s'est passé avant mon adoption. Et donc j'interroge ma mère. Elle est assise sur une chaise, blafarde, sous le plafonnier de la cuisine. Où est-ce que vous êtes allé me chercher ? À la Pouponnière, à Ézines, près de Bordeaux. Je vais tout de suite sur Internet et je trouve le numéro du Centre départemental de l'enfance et de la famille de Gironde. Alors je les appelle. Allô ? Bonjour. Voilà, j'ai été adopté en 1976 et selon ma mère adoptive, j'étais auparavant dans une pouponnière à Ézines. Ah, pour ça, madame, il faut appeler le Conseil général, l'aide sociale à l'enfance, hein, qui a un bureau de l'adoption et de la recherche des origines. D'accord ? Ça alors ? Un bureau de la recherche des origines ? Ça existe ? Je les appelle tout de suite. Ils me réclament une série de documents pour constituer un dossier. Moi, je n'en ai aucun. Mais je demande à ma mère qui me les envoie. Des pièces jaunies dans une chemise en carton sur laquelle il est écrit « Sabine ». J'ouvre, il y a mon jugement d'adoption et une fiche d'état civil qui porte un nom, Nadeau. Est-ce que c'est mon nom de famille ? Sabine Nadeau. Sabine Nadeau, pourquoi pas ? Sur un autre document, il y a un numéro, mon numéro de pupille. Je me croyais fille de mes parents. Je me découvre enfant de la patrie. Vertigineux. J'envoie tout ça au Conseil général de Gironde. On me dit que j'aurai bientôt un rendez-vous. Et là commence une attente déjà interminable. Mars, avril, mai. Mon attente dure 92 jours. Ah, je les ai comptés, hein. J'ai même compté les heures. 2208. Et là, ça y est, j'ai rendez-vous aujourd'hui à l'aide sociale à l'enfance, à Bordeaux, dans le quartier de Mériadec. Je pénètre dans le hall, j'avance mécaniquement. Bonjour, je suis Sabine Menet, j'ai rendez-vous. Et là arrive une petite dame, la cinquantaine. Bonjour, je suis Michel Blague, je travaille au service de l'adoption et de la recherche des origines. Entrez, je vous en prie. Je m'assois devant une petite table sur laquelle est posé un dossier à mon nom. Pourquoi est-ce que vous faites votre demande maintenant ? J'explique que je viens d'apprendre la mort de mon père, tout ça. Et là, elle sort de son dossier le procès-verbal de mon abandon. Et c'est comme ça que j'apprends que je suis né sous X. Parce que sur la ligne nom de la mère, il y a une croix. Et dans la case prénom, Annie. Née en 1951. Donc, quand elle m'a abandonné, elle avait 23 ans. Et il y a aussi quelques mots sur elle. Étudiante célibataire, catholique, issue d'un bon milieu, intelligente et évoluée, ne pense pas pouvoir élever son enfant, très motivée par son milieu pour un abandon et une adoption. Je me raccroche à chaque mot. J'imagine des petits bourgeois opposés à l'avortement qui reprennent après leur vie respectable comme si rien ne s'était passé. En tout cas, elle n'a pas choisi. C'est ça que je retiens. Elle n'a pas choisi de m'abandonner. Où ça alors ? Il y a aussi 2 mots sur mon père. 22 ans, étudiant, en très bonne santé. Donc, il sait. Dans le dossier, il y a aussi un relevé médical. Je lis les commentaires des infirmières. Et là, c'est comme un détonateur. Il y a écrit que j'étais hypotonique. Une poupée de chiffon, quoi. Que je refusais de m'alimenter. Que je vomissais. Que je chiais en permanence. Alors j'éclate en sanglots. Je n'avais pas envie de vivre. Je n'avais pas envie de vivre. Alors,
que je vous dise, madame, votre dossier est incomplet, hein? Il ne contient pas le nom de votre mère. Mais pour autant, il vous reste une possibilité. Vous allez faire une demande au CNAOP, ça veut dire Centre National d'Accès aux Origines Personnelles. Et eux, ils ont la possibilité d'entrer en contact avec votre mère, et si elle est d'accord, hein, de vous mettre en contact avec elle. J'insiste là-dessus, si elle est d'accord. J'écris tout de suite au CNAOP, vous vous en doutez. Et j'attends. Et pendant ce temps, je vais sur Internet, je tape né sous X. Et là, je mesure l'ampleur du phénomène. Et c'est comme ça, sur un site, que je tombe sur Françoise, qui cherche des enfants qui seraient nés sous X à Bordeaux. Moi, je finis par la rencontrer. Et je découvre une autre histoire. Et Françoise me présente Delphine, et on finit par se retrouver le soir. J'appelle ça nos soirées X. On partage nos émotions, on se montre nos petits papiers, nos documents. Et ce sont elles qui me disent que j'ai droit à des photocopies de mon dossier. Moi, j'ai tout laissé chez Madame Blague. Et donc, je reprends rendez-vous avec Madame Blague. Ah, vous n'avez pas pris votre dossier la dernière fois? Eh bien, je vais vous faire des photocopies. Bougez pas, je reviens. Ah, je vous préviens, hein. Je suis obligé de mettre du blanco sur la date de naissance de votre mère. Et là, elle sort de son bureau. Et moi, je me lève, je m'approche de l'armoire, je vois un dossier à mon nom, je l'ouvre, et là, je vois la date de naissance de ma mère, le 26 janvier 1951. Je referme le dossier à temps, Madame Blague revient, et moi, j'ai avancé d'un pas. Et tant pis si la méthode est limite. Et c'est un sacré indice. Je vais à la mairie de Bordeaux, à l'état civil, et je réclame la liste de toutes les femmes nées le 26 janvier 1951. Et à peu près à ce moment-là, je fais une dépression. Une grosse dépression, je suppose que vous me comprenez. Et à cette époque aussi, je rejoins une association de nés sous X. Et c'est par eux que j'apprends que tout se trouve sans doute dans le dossier médical de la clinique où ma mère a accouché. Tout, c'est-à-dire son nom. Donc, je demande à y avoir accès. Et en attendant, je me lance dans un truc encore limite. Mais je m'en fiche. Tout est bon pour savoir. Avec une amie, j'ai décidé de retourner au bureau des adoptions, mais clandestinement, le soir, comme une voleuse, quand Madame Blague est partie. Parce que je suis convaincu que l'autre jour, dans la précipitation, je n'ai pas tout noté. Il doit y avoir le lieu de naissance de ma mère dans ce fichu dossier. Et donc un soir, à la fermeture, je m'introduis clandestinement dans le bureau de Madame Blague. Je n'ai pas peur, hein. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je décroche le dossier dans l'armoire, je le pose sur la table, je sors un appareil photo et je photographie chaque pièce, une par une. Je ne vole rien, je ne fais que récupérer. Et bien sûr, je jette un œil. Et sur la demande d'admission de ma mère à la maternité, il y a un nom. Dany Rose. Je remets mon dossier en place et je m'enfuis par le sous-sol. Et puis au bout de 2 ans, je finis par avoir des nouvelles du CNAOP, cet organisme qui est censé retrouver ma mère et lui demander si elle veut bien me rencontrer. 2 ans, vous vous rendez compte? 2 ans pour apprendre qu'ils n'ont rien trouvé, que le dossier est clos. Bonsoir madame. Mais moi je fais quoi? Je clôt ma vie? Non. Je m'accroche à la piste de l'hôpital où je suis né. Son nom est forcément dans un dossier. Et donc je demande à ma gynéco de m'obtenir un rendez-vous avec le patron de la maternité, sous prétexte d'une consultation. Et je l'obtiens. Bonjour docteur. En fait, je ne suis pas venu pour une consultation. Et je lui explique. Et il me dit, croisons les doigts, en espérant que le dossier médical de votre mère n'a pas été détruit par des inondations. Et au final,
Il me renvoie sur ce fichu KNAOP. Inefficace. Et donc j'en reviens au dossier médical à la maternité. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je cherche. On me dit qu'on n'a rien trouvé. Mais est-ce qu'on a cherché? Je prends rendez-vous avec le directeur de l'hôpital. Et là, miracle. Nous avons trouvé votre dossier. Et bien sûr, nous allons le transmettre au KNAOP. Et donc j'appelle ce fichu KNAOP. Une femme a été identifiée. Et nous avons demandé à Madame Black de prendre contact avec elle et de l'informer que vous la cherchez. J'ai la tête qui bouillonne. Ma mère est vivante. Et si on a missionné Madame Blague, c'est qu'elle est dans la région, forcément. Alors j'appelle Madame Blague. Comment allez-vous, madame? Très bien, merci. J'aimerais vous voir. Je veux connaître votre état d'esprit. Ah, très bien. Je vous remettrai une lettre. C'est un message que je veux que vous lui donniez. Oui, parce qu'il faut que vous réalisiez. Ce sera peut-être le seul contact si elle ferme la porte. Et donc j'écris ma lettre. Madame, je vous demande d'écouter ma demande. Ma vie a été dévastée par la révélation si tardive de ma naissance. Si j'accepte que vous n'ayez pas pu ou pas voulu me garder, j'ai besoin de connaître votre histoire et celle de l'homme avec lequel vous m'avez conçu. Vous m'avez mis au monde. Je vous demande aujourd'hui de m'aider à vivre. Signé, Sabine. Dix jours plus tard, Madame Blague a eu ma mère au téléphone. Je dois vous dire qu'elle a été surprise qu'on la retrouve. Bon, je lui ai laissé du temps pour réfléchir, 1 mois, pour décider si elle veut vous voir ou pas, d'accord? Entre-temps, j'apprends qu'elle va aussi aller la voir. Et donc j'attends, j'ai rendez-vous avec elle le 6 juin, à 17h. C'est long? Et me voilà dans le bureau de Madame Blague. Bien. J'ai vu votre mère, madame. Elle refuse tout échange. Et elle demande même le secret post-mortem, c'est-à-dire que même après sa mort, on ne pourra rien vous dire. Je suis désolé. Cela dit, je lui ai remis votre lettre. Elle s'est sentie un peu trahie. Elle veut rester dans sa logique. Elle dit qu'elle n'a pas créé de lien avec vous, avec le bébé. Et mon père, elle dit qu'elle ne l'a jamais revu. Elle ne sait pas ce qu'il est devenu. Est-ce que je lui ressemble? Quand je l'ai vue, j'ai su que c'était elle. Est-ce que c'est elle qui m'a donné mon prénom? Sabine? Non. Est-ce que vous allez la rappeler? Je lui ai dit que je restais à sa disposition. Et Madame Blague nous raccompagne à la sortie. Et moi je me dis, son nom est maintenant dans le dossier. Alors j'y retourne, comme la dernière fois, comme une voleuse. Je vois une dame qui sort, je bloque la porte, je rentre, je prends l'ascenseur, j'entre dans le bureau de Madame Blague. L'armoire est ouverte, je vois mon dossier, je l'ouvre, je tombe sur une feuille avec un prénom, un nom, un numéro de portable, un numéro de fixe, une date et un lieu de naissance. Je la photographie et je ressors. J'ai tout. Je ne suis plus né sous X. Je renais. Après 4 ans de ténèbres et 33 ans de mensonges, j'ai récupéré mon histoire. Et en rentrant, je vais sur Internet, je tape son nom et j'apprends qui elle est, à qui elle est mariée, qui sont ses enfants. Je dois la voir. Elle doit me voir. On doit se voir. Peut-être qu'une seule fois, mais il faut en passer par là. Il n'y a qu'à ce prix que je serai libéré. Et là, entre en piste quelqu'un dont je ne vous ai pas encore parlé, mais qui est là depuis le début. Ma sénatrice. Je suis allé la voir pour qu'elle mette la pression sur le KNAOP. Elle ne m'a jamais lâché. Elle m'a accompagné dans beaucoup de rendez-vous.
Et je l'envoie donc, en précurseur, rencontrer ma mère, dans un tout petit village des Landes, avec une nouvelle lettre. Et je l'attends à la terrasse d'un café. Bien. Bah écoute, je l'ai vue. D'abord, elle m'a dit qu'elle t'avait pas abandonné. Elle parlait elle, d'un avortement actif. Bon, ce sont ses mots. Elle m'a dit que son mari était au courant, mais pas ses enfants. Et malheureusement, elle veut pas aller plus loin. Elle a peur qu'un lien s'établisse, tu vois. Elle veut que la médiation s'arrête là. Voilà ce qu'elle m'a chargé de te dire. Je lui demande de la rappeler, de lui dire que je veux la voir. Elle le fait. Écoute, elle m'a dit qu'elle était très occupée, elle comprend pas vraiment pourquoi tu persistes, mais elle est d'accord. Elle est d'accord pour te voir une fois. Une seule fois. Ma mère, je la rencontre un mercredi, au bar d'un hôtel à Bordeaux. Elle entre, je lui serre la main. Bonjour madame. Je scrute son visage, je cherche le mien évidemment. Au début, je trouve qu'on ne se ressemble pas, mais en fait si, on bouge pareil. Nous avons parlé pendant 1h30, seuls, face à face. Un échange simple, évident, naturel. Elle assume ce qu'elle a fait. Je l'aime bien. Oui, je l'aime bien. Même si elle refuse de me dire qui est mon père. Même si elle ne veut rien savoir sur moi. Elle me dit que c'est elle qui a choisi mon prénom. Sabine. Ça me fait plaisir. Et à la fin, quand je lui tends la main pour lui dire au revoir, elle la prend et elle la serre, elle la garde entre ses deux mains. Nous nous sommes revus une autre fois, au même endroit. Elle est venue me dire que c'était la dernière fois. J'ai pleuré. Je voulais pas pleurer devant elle. Et en cadeau d'adieu, elle m'a donné le nom de mon père. Et quand on s'est quittés, on s'est embrassés. Et elle aussi. Et elle a pleuré. J'ai essayé de contacter mon père. J'ai appris qu'il était mort. Il y a 10 ans. Et plus tard, j'ai pris contact avec ma sœur, la fille de ma mère. Elle aussi, je l'ai rencontrée dans un bar. Elle a trouvé normal que je fasse ça. Et elle m'a questionné sur ma vie. Et enfin, c'est le mari de ma mère qui a voulu me voir. Et vous savez quoi ? Il m'a remercié. Il m'a remercié de ce que j'avais fait. Il m'a dit que je l'avais délivré. Et grâce à lui, eh bien, nous nous sommes revus avec ma mère. Et nous nous sommes apprivoisés. Voilà donc pour cette histoire qui est donc la vôtre, Sabine Menet, tirée de votre livre, dont je rappelle le titre, Né sous X, l'enquête interdite, aux éditions Le Mieux. Alors ce livre date d'il y a 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Vous avez continué à vous voir ? On a continué à se voir, peu, mais on sait qu'on existe. Voilà, donc j'ai été plus en contact avec ma sœur et avec le mari de ma mère. J'ai rencontré mon frère du côté de mon père, parce que là aussi, il y a eu une entreprise de contact et de... Au début, la famille de votre père n'a pas voulu, hein. Ils n'ont pas voulu savoir assumer ça. Et puis c'est son fils, finalement. Il est quoi ? Il est venu vous voir lui-même ? Oui, alors c'est très compliqué, puisque moi, je me positionnais après son décès. Il n'avait pas été mis au courant de ma venue au monde. Il y avait une liaison avec ma mère, mais il n'avait pas su que de ça était né un enfant. Donc j'arrive... 34 ans après, en disant je suis cet enfant, donc en l'occurrence l'enfant de votre mari qui n'était pas au courant de mon existence. Donc c'est très compliqué dans ce cadre-là. Je suis vraiment... Mais il comprend votre démarche, lui. Lui le comprend. Fils. Je dirais que les personnes les plus directement liées m'ont plus perçu comme une menace.
pas nécessairement les enfants. Parce qu'ils ont peur d'un truc qui est complètement idiot, mais c'est l'héritage en vérité. C'est que tout d'un coup, vous vous mettiez à revendiquer l'héritage, qui n'est pas possible techniquement, puisque vous avez été adopté en adoption plénière. Oui, alors il y a peut-être effectivement cette crainte-là. Je pense que ça va chercher un petit peu plus loin. C'est vraiment des histoires, des culpabilités qui sont pas les miennes. Mais pour répondre à votre question, oui, du moment que je suis adoptée, sur le plan légal, je ne dépends que de mes parents adoptifs. Alors il y a quelque chose que vous ne racontez pas du tout dans votre livre. C'est comment votre mère adoptive a vécu tout ça. Mm-hmm. C'est volontaire, je suppose. Oui, parce que moi j'étais très en colère. On le sent. Beaucoup plus vous dites cette femme d'ailleurs à un moment. J'ai eu beaucoup plus de colère au départ vis-à-vis d'elle parce que c'est ma maman, c'est pas ma mère, c'est ma maman. Parce qu'il y a de l'amour et parce que justement il y a eu de la trahison dans cet amour. Alors il a fallu le temps que ça se dépasse. Et donc pendant ces 4 ans vous êtes en colère? Ouais, je crois que la colère elle a pris fin le jour où j'ai su qui j'étais. Oui, tout à fait, ouais. L'apaisement, il est venu après. Ouais. L'apaisement est venu. Oui. C'est important, ça. Alors, j'avoue que je suis toujours un peu stupéfait, et vous peut-être aussi intellectuellement d'ailleurs, par cette passion que les gens ont pour la génétique, le génétique. Alors qu'au fond, dans notre société, on ne cesse de nous répéter, ce qui est important, ce sont les gens qui vous aiment. Mm-hmm. Mais au final, ce qui compte, c'est d'où on vient génétiquement. Alors moi, j'emploie le terme de généalogique. Je ne parle jamais de ma mère génétique, je parle de ma mère généalogique, parce que c'est elle qui est inscrite dans la lignée. Et c'est justement pour faire un petit peu, mettre un peu de distance avec ce dont vous parliez, ce côté ADN, bah oui, qui est important, qui existe, mais on se construit sur plein de plans, alors sur le plan affectif, et cette construction-là, elle peut vous être donnée par des parents qui ne sont pas biologiquement liés à vous, mais la généalogie, elle est importante. Savoir d'où on vient, pour savoir où on peut aller aussi. Voilà. Mais généalogique est plus fort à mon sens et draine plus de choses. Du coup, je songeais à ce débat en ce moment sur la PMA qui va être légalisée. Est-ce que de temps en temps, il vous arrive de vous dire que c'est une folie que de faire naître des enfants qui ne pourront jamais retrouver le nom de leur géniteur masculin? Alors, lorsque j'étais investie dans l'association Donner sous X, j'ai bien suivi la révision de la loi bioéthique et je travaillais avec les IAD. Les IAD, c'est les enfants nés par insémination artificielle avec donneur, nécessairement anonyme puisqu'on est en France. Donc j'en profite pour rappeler que le sous-X, c'est une particularité française. Ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas ailleurs. Restons sur la question des IAD. Et les IAD, parce que là aussi, c'est une particularité française. D'autres pays ont fait le choix que les donneurs de sperme puissent être identifiés à la majorité des enfants qui naîtront de leur don. Selon le même principe. Ça vous paraît être une condition pour la PMA que l'on puisse, selon le même principe, de prendre contact et si vous voulez, on vous met en relation avec le donneur de sperme? Oui, parce qu'il faut être, c'est un don qui doit être responsable. Si vous décidez de donner votre sperme, il faut, vous donnez pas votre sang, quoi. Vous allez donner la vie derrière. Donc on va pas se retrancher derrière un anonymat et c'est même beaucoup plus noble, je trouve. Et donc par rapport à la PMA, c'est au-delà du débat. Il faut que l'enfant à naître, l'adulte en devenir, puisse connaître ses origines. Oui. Alors si on revient au tout début de l'histoire, votre mère vous révèle que vous êtes adopté quand vous avez donc 33 ans. Ma question est la suivante. Avant ça, est-ce que vous aviez un doute? Non, j'ai pas fait partie des enfants qui imaginaient avoir été adoptés. Donc c'était un fantasme que je n'avais pas. Donc, rien que ça pouvait être, ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille. Voilà. Vous ne lui ressembliez pas à votre mère? Non, mais je suis de type européen, mes parents aussi. Je pouvais être raisonnablement issue de leur mélange. J'avais pas une peau de couleur différente de la leur, où là j'aurais pu. Donc il n'y avait pas de résurgence de ce secret de famille? Non. Par contre, le jour où je sais, où j'entends, c'est pas un scoop. Je tombe pas des nues. Ça me va, ça colle. Je sais pas mieux l'expliquer. Ça colle en tout cas à ce que je pouvais ressentir et ce qui était de l'ordre de l'inconscient. Disons qu'à ce moment-là, je pense que ce que j'avais dans mon inconscient remonte à la surface, tout simplement. Parce que vous le dites, à rebours, certaines attitudes de votre mère, un certain blues, ces insomnies, dites-vous, vous les relisez à cette lumière et vous vous dites, ah, c'était donc ça. Oui, et puis c'est moi, ma vie à moi que je relis, des réactions, effectivement, oui, par rapport à ma famille, des comportements qui, sur le coup, sont vécus, et après lors, je me dis, ah d'accord, teinté
de cette vérité-là, je les comprends mieux. Voilà, disons et je me comprends mieux aussi. Tout le monde savait dans votre famille, en vérité, sauf vous. Oui. Y compris d'ailleurs votre cousin, qui est décédé à l'époque où vous apprenez la nouvelle, qui est mort d'un cancer, qui a votre âge en gros. C'est ça. Et lui savait, pas vous. Et il habite la maison à côté. Oh, on a été élevés, on a eu des relations fraternelles et c'est vrai qu'il a lui aussi gardé le secret. Dingue. Alors il y a un passage très très fort, c'est quand vous lisez chez Madame Black votre fiche médicale et où vous découvrez que vous avez été un bébé qui ne voulait pas vivre. Hypotonique, donc voilà, une poupée de chiffon qui se laissait mourir en fait à la naissance. Et évidemment, ça vous meurtrit énormément et on est un peu surpris qu'il n'y ait pas eu de traces après de ça dans votre enfance et votre adolescence. Vous n'avez pas eu, vous, en tout cas vous ne le dites pas. Non, une adolescence difficile. Ah non, du tout. Je pense que j'ai fait ma crise d'adolescence vers 33-34 ans. C'était à peu près là. Avant, c'était bien. Oui. En revanche, très très peu de souvenirs. Et ça, c'était quelque chose d'assez commun avec les autres nés sous X. Souvenirs d'enfance. Ouais, j'en ai quasiment pas. J'ai les photos qui me parlent, auxquelles je me raccroche. Et une psychiatre m'avait expliqué que c'était effectivement un mécanisme de protection. Ouais. De refoulement. Alors au début de votre recherche, cette rencontre donc avec cette dame qui va être le point de repère, dont vous allez piller l'armoire en 3 épisodes pour connaître votre secret. Bon, elle a des maladresses. Cette femme-là que vous racontez, elle pose de drôles de questions, elle fait de drôles de remarques. On a un peu l'impression qu'elle n'est pas vraiment formée au métier qu'elle fait. Je sais pas. Comment vous la jugez, cette dame ? Alors rétrospectivement, avec beaucoup plus d'apaisement. Sur le coup, il y a la colère, il y a le sentiment effectivement qu'elle détient des informations qui m'appartiennent et qu'elle décide de ne pas me donner. Donc effectivement, le blancotage des dossiers, c'est une pratique complètement répandue qui prévaut au choix du blancotage. Blancotage, c'est mettre du blanco. Hein. C'est ça, voilà. On va. Oui, non, je sais pas. On va poser sur un dossier, on va se dire, tiens, ça, je l'enlève. Ça, je l'enlève. Mais ça, je décide de l'enlever. On m'a pas dit qu'il fallait que j'enlève la date de naissance. Mais j'estime que dans ce dossier, le lieu de naissance, par exemple, va peut-être permettre de l'identifier, je l'enlève aussi. Donc c'est ce pouvoir-là qu'il s'accorde, que ce personnel-là s'accorde, qui pour moi était inacceptable. Il y a un moment donc où elle s'absente du bureau, la première fois que vous allez fouiller dans l'armoire et que vous trouvez la date de naissance de votre mère. Et on peut se dire qu'elle l'a fait un peu exprès. Oui, c'est possible. Vous lui avez posé la question ? Non. Parce que depuis, vous avez raconté toute cette histoire dans un livre, elle l'a lu ? Alors, je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec elle, donc je ne sais pas si elle l'a lu, je pense, mais j'ai pas eu d'échange après tout ce qui s'est passé. Et j'ai pas la réponse donc à cette question. Donc vous savez pas si elle est au courant que vous avez pillé son bureau par 3 fois ? Alors, piller, c'est un peu oui, fort. Enfin, voilà. que vous avez fouillé son bureau par 3 fois. J'ai jeté un œil. De moi, elle ne le sait pas, non. Peut-être qu'elle l'a appris par ailleurs. Un truc que j'ai peu développé, mais qui est très présent dans votre livre, pendant toutes ces années, vous vous êtes beaucoup appuyé sur le soutien des autres nés sous X. On a le sentiment que c'est indispensable, rejoindre une association, échanger avec d'autres, parce qu'au fond, vous avez tous ou presque la même histoire. Ah, il y avait vraiment des liens fraternels. Voilà, on était tous des adultes, oui, on était tous des adultes, plus ou moins jeunes, à la recherche de notre passé, et il y avait des points communs. On est plus fort quand on est plusieurs et quand on comprend que ce qu'on vit, on n'est pas seul à le vivre. Donc, quel que soit le cas de figure, une recherche d'origine ou autre chose, ouais, je pense que c'est salvateur, quoi, d'être entouré. Alors il faut qu'on parle du CNAOP. Au moment où vous faites votre recherche, d'ailleurs, c'est une création assez récente, c'est une avancée, ça répond à cette revendication de beaucoup d'enfants de connaître leurs origines, mais en fait ça marche pas, ça fonctionne pas, d'ailleurs il n'y a pas vraiment de moyens. Ça a été mis en place en 2002, au départ il y a eu des moyens, après disons qu'on a acté les demandes, on a dit vous êtes en droit de chercher, mais effectivement derrière on va pas vous permettre de le faire. Donc je suis quand même très critique et je reste très critique sur le CNAOP et sur sa véritable volonté à faire aboutir les dossiers. Mais c'est un manque de moyens ou un manque de volonté ? Volonté. Oui. Ah oui, ça fait pas l'ombre d'un doute, quoi. Mais pourquoi ? Parce que individuellement les gens qui y travaillent ne sont pas complètement d'accord avec ce qui est quand même... Il y a eu un pacte au départ avec ces femmes et le pacte disait on ne dira jamais.
Est-ce que vous croyez que c'est ça qui reste ? Oui, parce qu'à un moment donné, c'est la liberté de la mère qui prévaut sur celle de l'enfant. Et là, je vous fais l'économie du père, mais on pourrait aussi le mettre quand même dans l'équation. Donc, on continue à défendre ce choix de la femme qui prévaut sur celui de l'enfant. Et effectivement, il y a toujours cette défense... Que vous pouvez comprendre, peut-être. C'est-à-dire que un jour, elles ont abandonné ces enfants-là, et on leur a dit que jamais on ne révélerait leur identité. Oui, mais je pense que c'est un leurre de pouvoir affirmer ça et de pouvoir affirmer à une femme, on fera comme si il n'y avait jamais eu cette naissance, parce qu'au final, c'est ça. Ces femmes repartent en ayant mis au monde un enfant dont il n'y aura pas de traces, ni dans leur vie. Enfin, il n'y aura pas de traces dans leur vie, et vous reprenez votre vie comme s'il n'y avait pas eu ça. Ça, c'est inscrit partout, hein. C'est inscrit dans leur tête, dans leur cœur, dans leur ventre. Je pense que c'est juste faux à la base de pouvoir proposer cette solution. C'est une promesse vaine. C'est une promesse vaine. Je ne suis pas contre le fait qu'une femme renonce à son droit maternel, n'ait pas envie d'élever son enfant. Ça, je le conçois tout à fait. Par contre, il faut reconnaître que cet enfant, c'est elle qui l'a mis au monde. Point. Voilà. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le mari de votre mère vous dit que ça l'a, au final, elle qui a refusé par 2 fois de vous rencontrer, une fois devant Madame Blague, une autre fois devant cette sénatrice, que ça l'a soulagée finalement, que ça lui a fait du bien. Parce que je pense que c'est juste un gars formidable. Lui, c'est un gars formidable, qui a conscience et qui avait conscience de ce que ça représentait, et pour sa femme, et pour cet enfant. Il m'a dit qu'il y avait toujours pensé, même s'il n'était pas mon père, ce que j'avais pu devenir au fil de ces années, et à ses propres enfants, qui étaient mes frères et sœurs. Qui, eux, n'étaient pas au courant. C'est moi qui les ai mis au courant. Ouais. Et avec elle, vous en avez parlé de ça, de ce soulagement qu'elle a pu ressentir avec ma mère. Oui. Je pense pas qu'elle soit encore, qu'elle puisse encore verbaliser les choses comme ça. Voilà. Mais est-ce que vous avez ressenti que c'est un poids qui tombait pour elle? Oui, mais elle s'est vraiment construite. C'est comme une forteresse, une muraille. Donc, dans le déni. Dans le déni complet. Donc ça prend du temps avant de s'effriter. Donc je pense que je crois, oui, que ça a été un soulagement. Qu'est-ce qu'on conclut de tout ça? Que le système de la naissance sous X est extrêmement pervers et qu'il faut en finir? Oui, d'une part. Que la vérité, quelle qu'elle soit, est nécessaire et salvatrice. Donc ça, c'est aussi à l'attention des parents adoptants, qu'il faut que l'enfant sache et que l'on se construit sur la vérité, quelle qu'elle soit, même si elle peut paraître complexe. Elle est, moi dans ma tête, j'ai tellement imaginé d'autres scénarios et qui étaient bien moins jolis que celui qui explique que je suis là aujourd'hui, que oui, il faut la vérité, et puis dépassionner peut-être un petit peu le débat. Bah ouais, on peut être une femme, on peut avoir un enfant, le mettre au monde, ne pas l'élever. Il y a personne qui peut les juger. La seule personne qui pourrait juger ma mère, c'est moi, et je le fais même pas. Donc là, ça on le pose de côté. Est-ce qu'on garde, si on supprime l'accouchement sous X, est-ce qu'on garde quand même ce filtre qui permet à un moment d'interroger la mère pour lui demander si elle est d'accord pour qu'on révèle cette identité? Ou est-ce qu'au fond, à 18 ans, on a droit à la révélation de sa maternité? Alors moi, je pense que c'est même avant 18 ans qu'on devrait avoir droit. Donc la réponse, c'est la deuxième. Ah oui, on a droit. Pas d'accouchement sous X, donc un accouchement avec l'identité de la mère. Voilà. Accessible à tous les coups. Accessible, elle choisira, elle acceptera ou pas la rencontre, mais ça, on peut pas forcer les gens, on peut pas forcer une histoire qui s'écrive ou pas. Par contre, cette identité, elle est communiquée. L'adoption est ouverte, voilà. Merci d'avoir nourri ce passionnant débat, Sabine Menet. Merci. Avec votre histoire, tirée donc de ce livre que je recommande à tous ceux qui s'intéressent à ce sujet, et il y en a beaucoup. Né sous X, l'enquête interdite, aux éditions Le Mieux. On le trouve en numérique, téléchargement ou pas? Non. Petit éditeur, dommage. Mais on le trouve sur Internet, bien entendu, puisque les livres ne meurent plus aujourd'hui. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.